Donc oui, je suis journaliste depuis une quinzaine d'années. C'était pas mon métier de départ, donc le chemin de l'initiation, je le connais bien. Comme quoi, tout est possible. Je suis issue d'une grande école de commerce, donc du formatage le plus total. Je suis devenue journaliste après un an de voyage autour du monde. Tout ça pour vous dire que quand je décide, je fais. Et tout se passait très bien dans ma vie jusqu'à ce que je décide de devenir maman. Et je vous raconterai tout à l'heure pourquoi ça a été un chemin initiatique au sens le plus complet du terme. La totalité originelle. Pourquoi la totalité originelle? Pourquoi la complétude? Parce que rien que d'un point de vue biologique, si vous voulez, le corps de la femme va construire cet enfant et amener à cet enfant, sans aucune demande de sa part, tout ce qu'il faut à son développement, en adaptant les circonstances de ce développement, seconde après seconde, pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence biologique qui est perçue vraisemblablement comme un immense amour, qui se penche sur cet enfant, on pourrait le dire comme ça, et le construit pas à pas, à travers une très grande histoire, puisqu'on va partir d'une cellule qui va faire comme un Big Bang et arriver jusqu'à un humain. Alors, pour moi, la parentalité, j'aurais envie de dire que c'est un chemin. C'est une découverte de l'être beaucoup plus en profondeur que ce que j'imaginais. Bien sûr, d'un nouvel être, l'enfant qui nous rejoint et dont on ne peut imaginer à l'avance ce qu'il sera. Alors on peut vouloir des choses, mais accueillir ce qui est là, c'est encore une autre limonade. Et c'est aussi la découverte de soi-même. Je crois que c'est un miroir de ce qu'on est, de ses schémas, de ses projections, de ses casseroles. Et que petit à petit, du désir d'enfant, de la grossesse à l'accouchement et à l'accueil effectif de l'enfant, et de l'éduquer au quotidien ou de l'aider à grandir, c'est un chemin extraordinaire d'apprentissage. Dans mon cas, en tous les cas, et dans 25% des cas aujourd'hui, quand le désir n'arrive pas tout de suite à une réalité, c'est-à-dire quand on se confronte à l'infécondité, voire à l'infertilité. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, déjà, dans la compréhension de qui on est, ce que ça vient déstabiliser, puisqu'on parle d'initiation, la remise en compte du soi, de qui on est, et puis après, la suite. C'est-à-dire que quand mon fils a fini par s'inviter dans ma vie, qu'est-ce qui se passe pendant une grossesse, qu'est-ce qui se passe pendant un accouchement, et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est là. Donc dans le livre, je pars de mon expérience et j'ouvre sur une enquête sur ce qu'ont pu vivre d'autres femmes, d'autres couples, et ce qu'en pensent aujourd'hui les médecins, sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'être quand on fait tout le processus pour devenir parent, et qu'est-ce que ça peut vouloir dire avec une autre compréhension de la manière dont on accompagne le processus. La parentalité, c'est d'abord une expérience que j'appellerais libre pour 2 raisons. Enfin, facultative plutôt. Facultative parce que d'abord on peut très bien ne pas avoir d'enfant, c'est un choix. Donc ça c'est la première liberté, mais on y est fortement incité. Et puis il y a une autre liberté, et celle-là on n'y est pas forcément incité, c'est de vraiment s'engager dans l'expérience comme une vraie initiation. C'est-à-dire que la parentalité, c'est avoir un enfant, mais le côté avoir un enfant, ça touche plutôt l'ego, ça touche plutôt la possession, alors que en fait, avoir un parent, c'est une initiation à être parent, et que cette dimension, elle n'est pas du tout anecdotique, et il vaut mieux être un peu prévenu de ce que ça veut dire être parent, plutôt que se lancer dans l'aventure sans trop savoir ce qui nous attend. L'embryologie, qui essaye de décrire les stades de développement de l'enfant, décrivent ça comme un écho de ce qui s'est passé sur Terre qu'on appelle la phylogénèse. La phylogénèse, c'est l'histoire du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain. Eh bien, les embryologistes, pratiquement dans tous les livres d'embryologie, vous trouvez ça, qui disent qu'on retrouve en petit, pendant 9 mois, toute la grande histoire de l'évolution sur Terre. Donc on voit qu'il se passe quelque chose d'extrêmement grand. Et en même temps, je vous dis, quand on étudie le psychisme, on se rend compte qu'en effet, il y a un marquage très important de la vie intra-utérine qui fait que chacun de nous a, depuis cette expérience, une idée de ce que c'est que la perfection, de ce que c'est que le plaisir, de ce que c'est que la vérité, etc. Mais il y a, par rapport aux sociétés traditionnelles, un oubli de ce qu'était la transmission, et qu'avait quand même un sacré rôle à une époque, notamment de femme à femme, quand il s'agissait de savoir ce que c'était que la fertilité, comment ça pouvait se préparer, ce qui se jouait pendant la grossesse pour une femme, comment préparer au mieux un accouchement, quels étaient les rites traditionnels d'accueil d'un enfant pendant les 40 premiers jours. Ça, c'était un savoir qui se transmettait à une époque, y compris dans nos sociétés, ou ailleurs, en Inde, au Japon, en Afrique, et qu'on a perdu. Et ça, pour le coup, ces savoirs-là, les avoir perdus nous handicapent plus
plus que si on les avait gardés, parce qu'on a refuté d'un bloc à un moment ce qui venait des anciennes générations, parce qu'on disait que c'était pas moderne, qu'il y avait des choses qui nous pesaient. Mais dans ce refus en bloc, on a quand même perdu des choses qui étaient certes traditionnelles, mais qui étaient portées par un sens et une conscience. Ça faisait peut-être pas 2500 ans que les femmes se transmettaient des choses par impunément. Il y avait là-dedans un savoir. Et ça, c'est dommage. Sauf qu'une part de moi avait décidé qu'il ne changerait pas ma vie. Un enfant, qu'est-ce que c'est quand on a 38 ans, qu'on est grand reporter? Je vais le mettre dans le sac à dos et on va continuer comme avant. La vie s'est un peu chargée de me rappeler à l'ordre puisque mon père est tombé malade 1 mois après l'arrivée de mon fils. Et je me suis retrouvée, malgré moi, et j'assume ce malgré moi, dans l'obligation de prendre soin, non seulement de mon enfant, puisqu'il était là, mais aussi d'un père malade, d'un père mourant, d'un père mort, et de toute la succession qui va avec. Donc ma vie professionnelle, telle que j'avais l'intention de la reprendre joyeusement après 3 mois, c'était no way, ma grande. Ça veut dire quoi de prendre soin? De prendre soin vraiment. Et ça n'a pas été simple. Parce que j'avais une vision très arrêtée de moi-même, et notamment de ce que c'était que ma liberté. Après, on a tous des marqueurs identitaires. Pour moi, la liberté en était un. La liberté, c'est j'ai tout choisi, et je continuerai à tout choisir. Sauf que là, j'avais un choix. Je m'occupais des miens ou pas? Et ça a été douloureux. Ça a été douloureux aussi pour différentes raisons. C'est-à-dire que j'avais une vision très arrêtée de comment je voulais l'élever. Hein, être là pour lui, lui faire des compotes bio, moi-même. Donc je me voyais remplir mon pactage petit à petit. Et encore une fois, commencer à patiner et ne rien dire à personne, parce que c'est difficile de dire qu'on n'y arrive pas. Avant, devenir mère, ça faisait partie de l'identité des femmes. C'était acté, c'était comme ça, elles avaient que ça à foutre. Hein. Heureusement, aujourd'hui, on a un panel de choix un peu plus large. Donc on peut devenir mère biologiquement, mais pas être mère émotionnellement. Et quand on se rend compte que c'est pas la même chose, que donner le sein, ça se passe pas forcément bien, qu'on ne sait pas s'occuper d'un enfant, que pour s'occuper de lui, peut-être qu'il ne faut pas écouter tout ce qu'on lit dans les livres, ni tous les conseils que nous donnent les belles-mères, qu'on est complètement perdu, et qu'on ne sait pas quoi faire de son instinct, et qu'on ne sait pas quoi faire de l'intuition de l'enfant, etc. Et c'est pas facile à dire, et encore une fois, moi, ça m'a complètement déstabilisée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aussi émancipé du pur schéma j'ai été éduquée comme ça, je vais éduquer mon enfant comme ça, parce que ça a ses limites, parce que les époques évoluent, et qu'on a tous envie d'être plus à l'écoute de ce qu'est notre enfant, à l'écoute de comment l'accompagner au mieux, mais c'est extrêmement déstabilisant. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de recette. Alors au départ, on lit, on se renseigne, on essaie de se faire accompagner, parce que ça sécurise. Et c'est bien comme ça. Je sais que mon mari, pendant tous les mois de ma grossesse, était sur son téléphone portable à regarder ce qui se passait mois après mois pour comprendre ce qui se passait dans mon ventre. Bon, même lui, c'était sa manière d'être présent et sa manière de se sécuriser sur ce qui allait nous arriver. Après, quand l'enfant est là, tout ça, ça vole en éclats. C'est sûr que les conseils que j'ai pu recevoir de mes belles-mères, de mes copines, etc., c'était juste leur expérience, mais ça correspondait peut-être pas à ce que je vivais moi. Et tout ce qu'on pouvait m'asséner comme conseil, ça a été plus verrouillant et déstabilisant qu'autre chose. Je crois que ce que ça nous oblige à retrouver aussi, c'est une forme d'intériorité et une forme d'intuition et de mise en communication entre soi et l'enfant, en se disant je me fais confiance, je lui fais confiance, et c'est notre relation à nous qu'on va devoir construire au-delà des schémas types et au-delà de tous les enseignements qu'on peut trouver dans les bouquins, parce que ça reste virtuel. Je pense que être parent, c'est aussi revenir à cette primalité qu'on a un peu perdue, c'est-à-dire qu'on vit beaucoup dans les concepts, on vit beaucoup dans notre tête, et ça nous ramène à quelque chose de plus primal, c'est-à-dire que me dit mon cœur et que me dit mon ventre. Quand l'enfant va arriver à la naissance, il faut comprendre que c'est son trésor. Il vient de faire une expérience fabuleuse d'amour fusionnel, dans lequel il a expérimenté la vérité, la perfection, et je vous dirai pourquoi je dis ça, la perfection, la vérité, le plaisir et la fusion. C'est-à-dire qu'on peut maintenant avoir une idée de cette expérience de la vie intra-utérine avec ces 4 caractéristiques. Pourquoi ? Parce que quand on regarde en psychologie l'évolution d'un humain et ce qu'il traverse comme douleur, il est séparé de ces
de cette partie de la réalité de la complétude, étape après étape, et ça crée un grand désespoir intérieur. C'est comme si, en arrivant, on avait tous une idée de ce que c'est que ces 4 qualités de cet amour fusionnel de la vie intra-utérine, et qu'on se le faisait arracher petit à petit. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais quand l'enfant découvre le mensonge, il le découvre assez tôt, mais pour lui c'est un choc immense. La psychologie, la pédopsychiatrie le sait, et c'est extrêmement puissant comme choc. Et entre le moment où il découvre le mensonge, le moment où il admet ce mensonge, et le moment où il s'en sert, il faut beaucoup de temps. C'est pas le fait d'avoir vécu le mensonge et que ça ait fait un choc, mais il faut beaucoup de temps pour qu'il accepte, tellement c'est contre sa nature. Donc si je dis ça, c'est juste pour dire, voilà, on est arrivés tous avec un trésor sur Terre, et ce trésor, il nous a été amputé. Alors on pourrait dire, c'est horrible. Pas du tout. C'est fait pour ça, et je vais vous expliquer justement parce qu'il faut qu'il y ait une initiation pour que nous devenions humains. Voilà, je crois justement que donner des conseils, c'est un peu limité justement, parce que sur le terrain, ça marche pas tout à fait comme ça. Et moi, je préfère, plutôt que donner des conseils, expliquer les expériences qu'on va vivre, les différents types d'expériences, les grands principes de ces expériences, pour que chacun puisse ensuite déjà imaginer les solutions, et puis on peut peut-être aussi en proposer, mais qu'il y ait plutôt quelque chose qui s'approprie l'expérience, qui s'approprie cette initiation, puisqu'on l'a appelé initiation, cette conférence de ce soir, et comprenne que justement c'est un dépassement de l'être, c'est le franchissement, j'ose pas dire d'un plan de conscience, mais pourquoi pas, puisqu'on va dans la parentalité, l'enjeu va être quand même extrêmement important et magnifique. Il nous est confié un être totalement dépendant de nous, à qui nous sommes censés ne faire que du bien. Et on sait bien que on voudrait tous faire le mieux qu'on peut avec nos enfants, mais que les aléas de la vie quotidienne font que quelquefois on n'est pas tout à fait fier du papa ou de la maman qu'on a été, et que donc je crois que être averti, être informé des différentes situations qu'on va rencontrer, dans le principe intérieur que ça va produire, c'est déjà très intéressant, et ça permet à chacun de se positionner, de savoir quel parent il souhaite être, pour aller vers ce parent. Ce qui fait que les femmes ont l'impression de mourir, je l'ai expliqué aussi dans mon livre, c'est qu'en fait, elles sont dans une impasse totale, psychiquement. C'est qu'elles sont devant le fait que le travail dure depuis déjà 10 heures, en gros, donc il y a un épuisement physique et un épuisement psychique, même celles qui mettent tout leur courage. C'est comme un sportif, quand il est au bout, quoi. Et au moment, ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où elles sont au bout comme ça, on leur demande de pousser leur enfant, qui est un effort colossal. Donc il y a quelque chose qui paraît contre nature. Dans ces cas-là, elle sait qu'elle ne peut pas physiquement et qu'elle n'a plus la force psychiquement. Et c'est pas de la paresse, c'est rien de tout ça. Et en même temps, elle a une information totalement contradictoire, c'est vous pouvez pas vous en sortir sans que votre enfant naisse. Et donc c'est ça qui fait dire je vais mourir. Vous avez 2 trucs opposés qui marchent pas ensemble, donc je vais mourir. Et à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que autant pour elle-même, elle n'avait pas de force, autant si ce à quoi elle tient le plus est en danger, et c'est le mystère de l'amour, il y a une initiation, c'est pour celui que j'aime, je suis capable d'avoir des forces que j'ai pas pour moi-même. Et ça, c'est une véritable révolution dans l'esprit humain. C'est mais alors, je suis beaucoup plus fort que ce que je crois. Pas que pour moi, non, pour moi, pour mon petit être, non. Et c'est là où on se rend compte que finalement, l'autre, en apparaissant, nous rend plus fort que ce qu'on était quand il n'était pas là. L'amour qu'on a pour l'autre, pour l'enfant, nous rend plus fort que nos propres forces qu'on avait avant. Et c'est ça l'incroyable initiation qu'il y a pour moi à cet instant. Il y a une maladie en France actuellement et dans pas mal de pays qui est l'enfant roi. Mais l'enfant roi qui n'a pas de règles et qu'on laisse faire comme ça, il n'est pas adapté à la société. Parce qu'autrement, ils vont être désadaptés à la vie courante, à la vie humaine, et ça va être très douloureux pour eux. Et moi, j'en vois plein qui sont désadaptés. Parce qu'ils n'ont pas eu cette structuration de dire il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui leur apprenne les règles. Donc dans l'enfance, cette fois-ci, il y a une nouvelle initiation, c'est apprendre à respecter les règles d'une société humaine dans laquelle on va vivre, dans laquelle on va essayer de bien vivre et de bien s'épanouir. Alors la réalité, c'est difficile à dire. Moi, j'ai un peu travaillé sur le sujet. Il y a quand même un certain nombre de psys, et notamment de pédopsies, qui ont travaillé depuis 40 ans dans des services. Alors forcément, ils avaient des cas extrêmes, mais qui nous disaient des enfants comme ça, qu'un pédopsychiatre jungien dit connectés au soi, c'est-à-dire à une vision du monde qui est beaucoup plus vaste que le simple individu, et qu'ils la comprennent intuitivement très tôt. Il en avait un sur 10 000, enfin des exceptions il y a 40 ans. Aujourd'hui, il en a pratiquement toujours dans son service. Donc il y a assez vraisemblablement des enfants comme ça qui sont à la fois une hyperconscience très jeune du monde, une hypermaturité, à juger ce que les parents font, à commenter ce que les parents font, à avoir des choix assez définitifs très vite sur ce qu'ils sont, enfin une conscience de qui ils sont très tôt.
Donc, ce qui peut être déstabilisant pour des parents parce qu'il faut argumenter en permanence, parce qu'il faut aider l'enfant à accueillir ses émotions, à y mettre des mots, parce qu'il est très en contact avec ses émotions ici, donc il faut l'accompagner là-dessus. Mais ça fait aussi des enfants assez fragiles parce qu'ils peuvent comprendre que le monde est un peu fou et comment grandir quand on comprend les aberrations qui nous entourent. Donc je pense que ça revient pour le coup à ce rôle de parent qui est la nécessité de l'accueil permanent de ce qui est là et de devoir soi-même s'adapter pour dire cet enfant ne correspond pas à ce que j'étais moi enfant, à mon propre schéma de fonctionnement, il est hyperactif ou il est hyper inattentif, toujours dans la lune, toujours dans un autre rapport au monde, assez peu ancré, assez peu scolaire. Donc il y a quelque chose au niveau de cette maturité qui fait sa route, qui fait que à la fin de la petite enfance, l'enfant arrive en contact de cette mère parce qu'il sait parler, marcher, il a différé ses instincts et il a une insatisfaction qui va le mettre en route vers la suite. Et la suite, c'est parce que ses organes des sens, sa capacité à percevoir s'est agrandie, il discerne qu'il y a maman et puis autour de maman, il y a d'autres amours. C'est ça qui compte, c'est qu'il y a d'autres amours. C'est pas le fait qu'il y ait des gens autour, ils s'en foutent. C'est que maman n'est plus que maman et lui. Alors que dans la grossesse, c'était que maman et lui. C'est une perception d'une expérience qui dit ce que j'ai vécu fondu à cet aspect de maman, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement incroyable que ça c'est précieux. Et donc, puisque j'ai vécu ça, je suis précieux. Mais c'est pas je suis précieux en tant qu'égoïsme, oui. Mais il est le centre du monde, quand même. Et il va falloir petit à petit lui apprendre que pas tout à fait. Que, en effet, et là c'est ce qui se passe, c'est que il n'est pas le centre du monde parce que maman a d'autres amours que lui. Bon, mais si ça correspond pas à ce qu'on a été soi, parce qu'on vivait dans un monde un peu plus cadré, un peu plus sur des rails, avec des règles un peu plus précises, ça nécessite soit de s'ouvrir. Si c'est un enfant qui a des capacités spirituelles, il va falloir ouvrir les nôtres. Et notre rôle, c'est pas ni de les dévaloriser, ni de les mettre sur un piédestal, comme ça peut être fait. C'est des enfants indigos, c'est des enfants cristal. C'est juste des enfants avec des compétences différentes, des compétences qui sont les compétences du monde de demain, peut-être, qui sont davantage l'intuition, qui sont davantage l'empathie. Ils ont peut-être des choses à nous apprendre sur ce que le monde doit devenir, et c'est à nous de nous adapter. Ma grand-mère et ma mère ont abandonné leur vie de femme au moment où elles se sont mariées pour faire des gamins et se sont étiolées. Je pense qu'une part de moi, dans ma psyché, avait compris ce qui était peut-être une connerie. J'en ai reparlé avec ma mère depuis, et elle a complètement assumé son rôle de mère. Elle était contente d'avoir abandonné. Elle a fait les beaux-arts, elle s'est mariée, elle a tout arrêté pour élever ses enfants. C'était son choix. Sauf que moi, je l'interprétais par « tu as des enfants, tu ne vis plus ta vie de femme ». Et je pense que c'était un de mes verrouillages psychiques hyper forts. Quand je me suis débarrassée de ça, grâce à Amma, malgré moi, en me disant « ah ouais, une mère, c'est aussi ça ». Ça a levé le verrou. Ah, c'est sûr. Et ça, c'est mon histoire. Mais je pense que chacun, si on arrive à être en contact avec ça, ça peut faire évoluer les choses. Pour les histoires d'enfants, mais pour grandir en tant qu'être en général. Et puis, comme tu le disais, pour se voir fonctionner. À un moment, on dit, oh là là, ça, c'est juste du réflexe, ma grande. Ça, c'est juste toi qui vois l'histoire comme ça. Ça a grosse peur, hein, dans toutes les femmes que j'ai interrogées pour le livre. La peur de tomber enceinte parce que ça va déformer sa silhouette. Dans les femmes maîtrisantes que nous sommes, c'est pas neutre. Et c'est grave. Ouais. Il faut qu'on sache qu'on ne va pas maîtriser, qu'on va s'adapter, et que cette initiation de savoir s'adapter à ce qui est, plutôt que de vouloir contrôler ce qui est. Et c'est pour ça qu'on ne contrôle pas le sexe. Enfin, si on y arrive, c'est dommage, parce que du coup, on va perdre quelque chose en initiation. On veut à tout prix contrôler le jour de l'accouchement. Ben non, justement, on va rien contrôler. On ne sait même pas la personnalité de l'être qui arrive. On ne sait pas les questions. On ne sait rien. Et justement, c'est ça l'initiation. C'est dire, qu'est-ce que je reçois? Et c'est ça dans ce que tu dis que je retiens, c'est alors, moi je vais suivre cette initiation, je reçois un enfant, qui sait, je vais le découvrir petit à petit, et je vais accompagner celui-là. Pas comme et là aussi ça rejoint ça, c'est pas comme je le veux moi, c'est pas l'enfant que je veux, c'est l'enfant qui est. Et là on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, si on veut que l'enfant soit comme ça, et moi je l'ai voulu pour mes enfants par moment, puis je me suis dit, mais là tu déconnes. Je me suis dit, non mais là ça marche pas. C'est quoi cet être, il veut quoi? Il est fait pour quoi? Où est son élan? Où est son élan? Pas le mien, le sien. Et quelquefois, son élan n'était pas dans le même sens que le mien. Donc, si vous voulez, c'est non seulement de ne pas maîtriser, mais c'est aussi accepter de voir l'être avec sa dynamique à lui et de l'encourager dans cette dynamique, même si cette dynamique ne nous convient pas. Toutes les générations évoluent. C'est-à-dire que je rejoins un principe que j'aime beaucoup, qui est l'étude de la phylogénèse, qui est l'histoire de la vie sur Terre, et où on s'aperçoit que chaque forme de vie a amené un pas à la grande histoire de la vie.
et que donc les enfants, qui sont la dernière forme de vie en date dans l'évolution par rapport au minéral, végétal, animal, eh bien, ils évoluent aussi, et que donc les nouvelles générations sont différentes. Cette génération, bien sûr, elle est celle qui nous entoure, elle est intégrée dans une société avec l'endroit où est cette société dans son évolution, dans sa propre évolution. Je crois que le problème qui se pose maintenant, c'est un peu le balancier est parti de l'autre côté. C'est-à-dire le balancier, en les années 50, ça a été par 2 pédiatres américains qui ont fait beaucoup de tort à la parentalité en disant que l'enfant était un petit monstre qu'il fallait à tout prix canaliser, qu'il fallait le dompter, donc qu'il fallait pas trop lui donner d'amour, donc ça a été désastreux aux États-Unis et en France aussi, avec une éducation très rigide et qui ne permettait pas à l'enfant de s'épanouir. Mais basé sur quoi? Pourquoi ils disaient ça? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Quelle est cette folie? Parce qu'on peut appeler ça une folie. C'est sûrement des problèmes personnels, on va dire, parce que pour qu'ils aient profité de leur statut de pédiatre pour dire des choses qui sont aussi contraires à ce qu'on pense maintenant, c'est assez dramatique. Mais ça a marqué des générations, cette façon de dire, voilà, il faut vraiment ils vont être capricieux. Par exemple, voilà, on va reprendre quelque chose qui est encore à l'ordre du jour. On pense qu'un enfant est capricieux. Et donc, il va falloir ne pas trop le prendre dans les bras, ne pas trop faire de choses, parce qu'après, il va être capricieux. C'est impossible. Et maintenant, tout le monde le sait que c'est impossible. L'enfant ne peut pas faire de caprice avant 4 ans. Donc, il faut bien se rendre compte qu'avant, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il se passe autre chose, qu'on appelle les orages émotionnels, bon, peut-être qu'on en parlera, mais qui n'ont rien à voir avec les caprices. Et donc, penser qu'un enfant, il faut justement se comporter d'une certaine façon pour éviter les caprices, c'est une imbécilité qui vient beaucoup de cette période-là. Alors, si on revient sur la question que vous posiez, c'est que actuellement, où est-ce qu'on en est? On en est vers quelque chose qui est allé un peu trop de l'autre côté. C'est-à-dire, l'enfant, finalement, il faut le laisser faire, il faut tout le laisser faire. Et donc, on arrive à une civilisation de l'enfant roi qui est une catastrophe dans l'autre sens, j'allais dire. Parce que du coup, ils ont reçu le côté amour que j'appelle plutôt maternel, c'est-à-dire ce qui permet de se récupérer, de se ressourcer, de reprendre ses forces, de se consoler. Et ils n'ont pas l'amour paternel qui dit, voilà, les règles, pour bien vivre sur Terre, pour s'épanouir, il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc, apprendre à vivre en société, c'est respecter les règles. Donc, on fait pas n'importe quoi, on fait pas tout ce qu'on veut. Ce qui ne veut pas dire que on ne va pas recevoir de l'amour. Le père va donner de l'amour, bien sûr. Mais justement, par amour, il va dire, écoute, quand tu fais ça, ça va pas. Et là aussi, c'est très important de comprendre, c'est que quand un enfant fait quelque chose qui ne va pas, on lui dit, ça ne va pas. On ne lui dit pas, comme on l'a dit à certaines générations, je ne t'aime pas, tu es méchant, tu m'en veux, c'est que tu ne m'aimes pas si tu fais ça. Ça, c'est ce que j'appelle le chantage à l'amour, qui est trop compliqué à gérer. Le chantage à l'amour, c'est une très mauvaise façon d'éduquer l'enfant. Mais aussi, le laisser faire n'importe quoi sous prétexte d'amour, c'est aussi une mauvaise solution. Il y a un juste milieu, c'est qu'il y a besoin des 2 amours, celui pour récupérer, pour consoler, pour reprendre ses forces, et puis celui pour avancer, celui qui dit, il y a des règles pour vivre en société. La première société, c'est la petite société familiale de la famille, pour apprendre à vivre dans la grande société. Et moi, je vois actuellement, dans les difficultés qu'il y a, des enfants qui ne sont pas intégrés dans cette première petite société, et quand ils vont dans la grande, ils sont perdus, et ils sont très malheureux, parce que ils sont le centre du monde, et ils n'ont pas pris conscience qu'il y a l'autre. Et en fait, dans la conférence, je vais partir là-dessus, d'ailleurs, tout à l'heure, et je vais expliquer à quel point toute l'évolution humaine, c'est l'apparition de l'autre et des autres. Alors que le petit enfant, pour lui, il sort du ventre de sa mère où il est seul avec sa maman, dans une complétude. Il me dit, pourquoi vous êtes là? Occidentaux, fatigués, un peu surmenés. Monsieur, mal de dos, un peu chronique. Madame, mal de tête, un peu chronique. Et mon mari lui lâche. Et puis, ça fait 7 ans qu'on se protège plus et on n'a pas d'enfant. On n'en fait pas une maladie. Et là, j'étais furieuse. Comment osait-il livrer notre intimité à un mec qu'on ne connaissait pas depuis 5 minutes? Mais malgré tout, le médecin indien, il a trouvé ça intéressant. Le traitement n'a pas changé. Mais on avait des petites conversations informelles. Le premier truc qu'il m'a dit, c'était si tu veux un enfant, fais-lui une place. Je l'ai regardé en lui disant, mais de quoi tu te mêles? Sauf que cette phrase-là, elle m'a marquée. C'était quoi déjà, psychiquement, intérieurement, pas physiquement, la place que je faisais à cet enfant dans ma vie? J'avais une vie super bien réglée, bien remplie, valorisante. Mais il avait raison. C'était quoi la place? Il a pris mes poux. Il m'a dit, mais tu n'as aucun problème physiologique. Ton problème, il est énergétique. J'ai dit, ok, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Et là, il m'a dit un truc, il m'a dit, tu sais, dans ton corps, il fait froid. Remange chaud, remange un peu de viande, fais du sport, continue à te faire masser. Parce qu'un corps froid à l'intérieur, c'est pas accueillant pour un enfant.
Et autant les taux de réserve ovarienne et les taux d'AMH et compagnie, ça ne me parlait pas, c'était hyper abstrait. Il fait froid dans ton corps, je l'ai compris. Là où la vie s'est emmêlée dans la vie au sens supérieur du terme, c'est que le soir même, le village où on était a été victime d'une catastrophe naturelle. Quand on s'est réveillé le lendemain matin, toute une partie du village avait disparu dans une espèce de tornade. Il y avait au moins une centaine de morts. Et dans ces cas-là, on comprend ce que c'est que la vie, au sens le plus primal du terme. C'est-à-dire que c'était plus là. C'était même plus là, c'était là. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Je suis rentrée au boulot, j'ai quitté mon job. Quelques mois plus tard, mon fils, quelques semaines plus tard, j'étais enceinte naturellement. Cette espèce de retour à ce qui se passe dans notre corps, c'est-à-dire que quand on est face à un enfant ou face à une situation, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? On peut les entendre, on peut les voir, on peut les ressentir dans son corps. À un moment, on peut savoir. Tout ça, c'est des processus intuitifs. C'est une espèce de relais d'information, si l'information est quelque part par là, savoir la capter autrement que par nos schémas intellectuels normaux. Je pense que c'est indispensable. Mais ça veut dire aussi nous reconnecter à notre corps, à tous ces signaux, à toutes ces informations subtiles. Et oui, c'est vraiment un apprentissage. C'est assez nouveau pour moi et je me rends compte que c'est absolument indispensable. Ouais. Qu'est-ce que ça fait en moi et comment je l'écoute ou pas? Après, c'est un choix de le suivre ou pas. Mais savoir reconnaître ses propres signaux. J'essaie de vous faire sentir une chose, c'est que notre perception du monde, à chacun ici dans cette salle et partout dans le monde, elle est liée à notre histoire passée et qu'on ne le sait pas, on ne se rend pas compte. Alors quand on perçoit quelque chose, on croit qu'on perçoit les choses. Alors on va argumenter, réfléchir, discuter, décider et faire des choses. Vous comprenez ça? Mais ces choses, elles sont forcément fausses, puisque ce qu'on a perçu est faux. Si j'agis sur une perception fausse et que cette perception va produire un enchaînement de pensées, ces pensées vont produire une décision et cette décision va produire une action. Mais si l'action est issue d'une perception fausse, c'est évident que l'action ne va pas être juste, donc elle va poser un problème. Il va me revenir quelque chose qui fait que ça ne marche pas ce que j'ai proposé, ce que j'ai fait. Et non seulement ça va me créer, moi, une tension en moi, parce que ce que j'ai fait n'est pas lié à la réalité, mais ça va créer, par mauvaise contagion, une douleur dans l'ensemble. Et alors on va essayer de voir comment moi je déforme le monde. Au lieu de m'occuper de l'autre, comment moi je déforme le monde? Comment ma perception fait que je fais des actions et où je vois que ces actions sont fausses? Alors je me pose des questions pour moi-même. Si je veux que mon couple dure, j'ai une initiation à faire. Au lieu de dire tu, c'est dire de quoi tu souffres? Tu fais pas bien comme il faut. De quoi tu souffres pour dire ça? Qu'est-ce qui se passe dedans? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as perçu? Et ce qui aboutit à quoi? Dans l'idéal, ça aboutirait où si on continue ce chemin? Ça aboutit au fait que quand on regarde l'humain, et qu'on regarde l'humain qui est en colère, l'humain qui dysfonctionne, l'humain qui est violent, l'humain qui est un peu bête, au lieu de s'arrêter à ça, on se dit, de quoi il souffre pour qu'il se comporte comme ça? Comme on l'a fait pour nous-mêmes. Pourquoi tu fais ça, Hugues? Ah, mais tu souffres de ça. Ah, d'accord. Tu perçois depuis ça. Et en apaisant ça, c'est ce que nous faisons à l'Aube dans les enquêtes, en apaisant l'origine des choses, il y a quelque chose qui s'apaise avec soi et avec l'autre. On a découvert une chose qui est capitale, qui est très importante, c'est que l'enfant, le petit enfant, a une capacité est un chercheur hors pair. C'est-à-dire qu'il met en route des processus d'apprentissage, des processus d'exploration du monde et d'expérience qui en fait vraiment un génie dans l'exploration du monde. Et que donc, si cette exploration, il y a autour de lui des objets de type ordinateur, etc., il va appliquer ce génie à ce qui est autour de lui. Et donc, je pense pas que... Enfin, le fait de ce que j'ai dit tout à l'heure doit agir un peu. Le fait d'être mieux accompagné, ceux qu'ils sont, parce que c'est pas encore quelque chose qui est très développé, doit faciliter les choses et doit donner plus de confiance dans la Terre. Et donc ça doit jouer. Mais je crois que surtout, c'est des génies, et ce génie mis au service de l'exploration des outils qu'il a autour de lui, fait qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Je crois que c'est surtout ça le problème. Enfin, la réponse. Au moment où mon fils est sorti, j'ai quitté mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais en haut, j'étais très bien. Et à un moment en bas, ils ont commencé à paniquer. Et je me suis dit, oulala, je crois qu'il va falloir que je redescende. Oui, il s'énerve. Tel que je l'ai conscientisé assez vite, c'était que vraiment, c'était le signal qu'il était temps que je renaisse à moi-même. J'étais sortie, j'étais remontée. Après, je pense que dans l'histoire,
il y avait vraiment une histoire de vie et de mort qui se joue vraiment. Je l'ai pas vécu parce que j'ai pas voulu vivre ce que c'est qu'un accouchement purement naturel où on... Mais il y a des femmes racontent ça, que dans cette... alors, tu le connais mieux ça que moi, mais que dans le fait de mobiliser vraiment toutes ces ressources et dans le fait d'être vraiment dans l'état modifié de conscience que demande un accouchement sans aide face à la douleur, on mobilise cette puissance de la mère qui est nécessaire pour la faire naître en nous, peut-être. Et qu'on évite un peu le problème quand on se fait complètement assister. J'étais là en plein milieu de la nuit et j'ai fini par prendre conscience qu'il fallait que j'accepte de me dire « Toi aussi, t'es morte. T'es en deuil de toi-même. La femme, l'identité sociale que tu t'étais construite, ça fonctionne plus. Si tu t'y agrippes, tu vas dans le mur. Donc c'est quoi la nouvelle toi? C'est quoi? Alors j'avais pas la réponse à c'est quoi, mais c'était encore une fois de dire « Ok, je lâche. Ça, c'est plus. Ça reviendra peut-être. » Je l'ai compris plus tard, mais sur le moment, c'était pas le moment de me dire ça reviendra peut-être. C'était juste accueille ce qui est là, va plus profond. C'est quoi? Et là encore une fois, c'est quoi l'amour vraiment? Et c'est où l'amour? C'est encore plus profond. C'est encore plus dans le lâcher prise, encore plus dans l'accueil surtout. Cette capacité à être là et être dans l'amour le plus inconditionnel. Et que moi, c'est vraiment ça que j'étais venue déposer. C'est-à-dire, ok, accepte. Accepte ce qui est là, tel que c'est, pas tel que tu voulais que ce soit. Et à partir de là, j'ai 2 prises de conscience ce soir-là, alors qu'ils peuvent paraître évidentes pour des tas de gens. Dans ma personnalité, c'était que la douceur était une puissance. Et c'est vraiment ce que ma premier enseignement de cette maternité, c'était que ça faisait pas quelqu'un de faible d'être là pour les siens, et de prendre du temps pour soi, et de mettre en sommeil d'autres activités. Ça faisait pas de moi une sous-moi. Ça me complétait plutôt que ça m'amenuisait. Je crois qu'il va falloir s'adapter petit à petit. Il y a nous en tant que parents, il y a toute une réflexion autour du système éducatif, vraisemblablement. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire d'être un adulte quelles compétences il faudra à ces adultes-là? Vraisemblablement l'adaptabilité, parce que le monde va évoluer très vite et que ils feront des métiers dont on n'imagine pas du tout aujourd'hui la teneur. Donc on peut pas leur apprendre des métiers, on peut pas leur apprendre des compétences. Il faut que la compétence qu'on leur apprenne, nous en tant que parents et surtout le système éducatif, c'est d'apprendre à apprendre. Donc c'est dans cette capacité d'adaptabilité permanente, mais pour s'adapter sans se perdre, il faut bien se connaître. Donc là encore, je pense qu'il faut leur apprendre, leur donner les outils. Après ils en feront ce qu'ils veulent, hein, mais de connaissance de soi. Donc qu'ils puissent avoir dans un monde très technologique et qui risque d'évoluer en permanence, la capacité du retour au calme, du retour à l'intériorité. Donc peut-être, assez classiquement, hein, le yoga, la méditation, la relaxation. Enfin, tous ces petits outils qui nous permettent de retrouver le silence intérieur. Et c'est à partir de cette solution, de cette base de silence, qu'on peut retrouver la créativité de ce qui va suivre. Je pense que c'est peut-être ça qu'il va falloir comme compétence à ces enfants qui seront à la fois très lucides et très sollicités par le monde extérieur. Donc de savoir se poser et se poser à l'intérieur d'eux-mêmes. Et il faut comprendre que c'est en même temps un problème personnel et en même temps un problème de notre société qui a tout axé sur l'image extérieure, sur il faut réussir, ça c'est bien, la femme qui est à la maison, qui s'occupe de ses enfants, qui fait à bouffer, finalement c'est pas terrible, le mec qui bosse, qui fait ça, qui... mais on est malade, on est fou de penser comme ça. On pense tous un peu comme ça, mais on est fou. Parce que l'essentiel, si on regarde bien l'essentiel, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on transfère à un enfant, c'est l'amour entre une mère, c'est ce dont tu parles, cette maturation que tu fais, cette maturation que nous faisons, c'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est pas essentiel du tout. Qu'est-ce qui restera de vos métiers, de notre argent, de tout ça? Rien. L'amour qu'on a donné, ça restera. Ça se transmet, l'amour. Ces enfants nous interpellent sur leur nature et sur notre façon de s'occuper d'eux, et bien évidemment. Mais je crois que voilà, ce qu'on peut essayer de mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, c'est comprendre cette fois-ci peut-être non plus d'un point de vue général, mais pour chaque individu, quelle est sa spécificité, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il se comporte comme ça. Les hyperactifs, bon, moi je suis pas du tout spécialiste de ces enfants, j'ai dit tout à l'heure, hein, mais j'ai une amie qui est très
très proches de moi et avec qui nous échangeons beaucoup là-dessus. Et il y a là, quelquefois, des choses qui sont de l'ordre de la biologie, mais aussi de l'ordre de l'éducation, de l'ordre du psychisme, de l'ordre d'une façon de s'occuper de ces enfants un peu trop, j'allais dire, lissée, enfin un peu trop, toujours la même, alors qu'il faut quelquefois s'adapter à chaque enfant. Et cette femme que j'aime beaucoup et qui adore les enfants et les enfants différents, elle a fait elle essaie toujours de voir comment on peut s'occuper de celui-là. Et je crois que ça c'est intéressant. Au-delà de quelque chose qui est général, c'est comment on peut prendre en compte l'arrivée de tous les enfants avec ce qui est général à tous. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre du particulier. Et aussi, il faut comprendre comment fonctionne cet enfant. Et de toute façon, c'est une réalité pour tous les enfants, parce que tous les enfants sont particuliers. Et il y a quelque chose où, quand on aime un enfant et qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il est en train de manifester par un comportement, on est obligé de se reculer du comportement et dire, mais qu'est-ce qui se passe intérieurement pour qu'il fasse ça? Et nous devrions faire ça entre humains aussi. Ça, c'est une qualité humaine qui va arriver, j'espère. C'est derrière tout humain qui dysfonctionne, qui est un peu violent, qui est en colère, il y a un être qui souffre. Si au lieu de chaque fois s'arrêter sur l'extérieur, on essayait de voir l'être vraiment qui souffre pour qu'il se comporte comme ça. Parce que je ne crois pas qu'il y ait vraiment des êtres méchants. Il y en a quelques-uns sûrement sur Terre qui ont choisi le mal peut-être par dépit. Mais est-ce que derrière toutes ces violences, il n'y a pas des êtres qui souffrent? Et ça me permet de dire une chose, c'est qu'il y avait une femme comme ça qui a témoigné sur une vidéo et qui disait, même pour un assassin, on peut pas dire quelqu'un tu es un assassin. On peut dire tu es un homme qui a tué. Mais tu es un homme. Cet homme, je peux le respecter, je peux essayer de le comprendre. Par contre, l'assassinat, il est condamnable. Et donc c'est séparé. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'éducation. Il faut arrêter de faire du chantage. L'enfant tu n'es pas méchant parce que tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais je t'aime, ça ne change rien, mais c'est pas bien. Et je ne veux pas que tu fasses ça. Oui, c'est ça, cette petite différence, ça, les enfants vont nous l'enseigner. Vous voyez le bonheur que c'est d'arriver à un sommet à pied versus y arriver en autobus. Quand on est en haut de la montagne et qu'on l'a gravi à pied, le plaisir qu'on en a, c'est quand même pas le même, quoi. Et pour moi, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que les plus belles histoires sont pas forcément les plus faciles. Qu'est-ce qui va au final faire le sel d'une vie? Et moi, j'essaie toujours de me remettre là-dedans. Ok, cet enfant contredit mes plans. Ok, c'est pas ça que j'avais prévu. Là, Et alors, quoi? C'est quoi la priorité? En même temps, ce que j'ai repris moi en disant, y a l'amour, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se consacrer que à cet aspect-là. C'est-à-dire que nous avons tous besoin d'un équilibre dans notre vie amoureuse, dans notre vie de mère ou de père, dans notre vie d'amant, d'amante, dans notre vie de réussite professionnelle. Je ne suis pas en train d'être contre la réussite professionnelle. Je suis en train de dire qu'il faut que les choses soient faites de telle façon que nous-mêmes, nous nous épanouissons. Et si on s'épanouit, le reste va se faire. Mais on ne peut pas avoir dans notre tête comme ça que ça c'est bien, ça c'est pas bien, que finalement, voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a quelque chose où chacun doit se poser la question pour lui-même, qu'est-ce qui est bon pour moi-même et qu'est-ce qui fait que je m'épanouis. Mais pas sur des valeurs dictées par une société qui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faire à manger, de nos jours, ça a l'air d'être un truc subalterne, mais c'est central. L'amour, il passe par ça. L'enfant, quand je vois un enfant qui tète sa mère et la mère est devant la télé, je me dis comment c'est possible? Elle est en train de lui donner à travers ça l'amour. Il faudrait que l'être psychique soit en même temps, soit présent. Alors je dis pas qu'on peut pas regarder la télé en donnant le sein à un moment, mais si c'est tout le temps comme ça, il y a un problème de fond. Si vous êtes à table en train de manger et puis personne vous regarde et chacun est devant sa tablette, autant manger chacun de son côté. Il y a un moment où c'est une rencontre. Et donner à manger, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant mange parce qu'il a l'amour de sa mère. C'est une deuxième nourriture pour le corps après la nourriture pour l'esprit. Donc donner à manger, c'est pas ridicule du tout. Faire à manger, c'est pas ridicule. Moi, je sais pas bien faire, donc je donne pas des leçons. Mais j'ai un profond respect pour ceux qui font ça et qui savent faire. Et il y a des tas d'hommes qui le font aussi, il n'y a pas de problème. Je crois que la peur, il faut vraiment pas l'apprivoiser ou moins l'embrasser parce elle revient beaucoup dans le discours. Alors des couples, des femmes, parce que je connais mieux le sujet, mais je pense que c'est des couples. Il y a encore quelques générations, on se posait pas la question, on se mariait, on avait des enfants, on les avait tôt, c'était naturel. Alors oui, on suivait un schéma préétabli sans trop se poser de questions. Ma génération et celles qui me suivent, on a les enfants plus tard, on se pose beaucoup de questions, on les a à un moment
on a déjà une carrière, on a déjà des vies sociales. Donc c'est bien de se demander si on veut vraiment un enfant. Mais après, ça peut tourner un peu en boucle. Est-ce que c'est le bon compagnon ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va pas bouleverser ma silhouette que je me suis mis si longtemps à me construire ? Et je crois que ça nous crée des nœuds au cerveau et ça nous crée des nœuds un peu ailleurs dans le corps qui peuvent être une des causes de l'augmentation de l'infertilité, de cette difficulté à devenir parent dès le départ. Après, moi, c'est des peurs que j'ai pu avoir et qui ont sûrement bloqué l'arrivée de mon fils pendant des années, puisque la médecine avait dit que je n'aurais jamais d'enfant, quand même. C'est trompé, mais c'est pas neutre. Donc mon corps était vraiment bloqué sur ce point-là, et je pense par verrouillage psychique, quoi, quelque chose de cet ordre-là. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je crois qu'il faut pas avoir peur de la vie. La vie, c'est une série d'expériences, et il faut aussi, même si ce sera un peu rock'n'roll, on a vraiment quelque chose à y apprendre sur soi et à grandir. Moi, dans l'arrivée de mon fils, qui a été un parcours initiatique dès le début, puisqu'il n'était pas censé arriver, et qu'est-ce que j'ai pu mettre en place pour déverrouiller tout ça, et qu'est-ce que ça a été de le porter, de le mettre au monde, et puis de l'accueillir factuellement. Ça a été vraiment une espèce de tsunami, de frustration et de bonheur conjugué, qui est assez déboussolant, parce que c'est le meilleur et le pire dans la même heure, quoi. Mais de ça, si on décide vraiment d'en faire quelque chose et de se dire qu'on y a des choses à y apprendre, eh ben on grandit. Et moi, mon fils m'a sûrement appris l'accueil, l'amour, au sens le plus, voilà, ouvrir les bras, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et porter un enfant au sens où le porter un peu plus haut. Et ça m'a appris la douceur, c'est-à-dire ce rapport au monde qui n'est pas dans la maîtrise, qui n'est pas dans la résistance ou dans la force, mais qui est plus dans la sensorialité, on y revient, mais dans cette capacité à être dans l'écoute et dans le ressenti des choses, moment après moment. Et la douceur, c'est pas la faiblesse, que j'ai longtemps cru, en fait, que être doux, être maman, c'était un peu gnangnan, ça allait faire de moi une espèce de quelque chose, là où je m'étais construit un rôle social très, très maîtrisé, très valorisant. Et dans ce travail d'acceptation de ce que la parentalité faisait de moi, une mère, là pour son enfant, et là prioritairement pour son enfant, en fait, j'ai compris que la douceur était une puissance. C'était un rapport au monde complètement différent, mais qui était beaucoup plus riche et qui était pas déstabilisable. La force est déstabilisable. La douceur, elle l'est pas. Parce que on peut pas être contre. C'est tellement beau, c'est tellement évident. Et c'est tellement évident, ouais. C'est-à-dire que j'ai compris que la volonté ne suffisait pas, que c'était autre chose d'accueillir la vie, que la vie, ça s'accueille. Et que c'est ce mouvement-là, je pense que l'Ayurveda, je dirais pas que ça m'a guéri, parce que je pense que c'est un processus intérieur, et que c'est d'abord c'est vraiment soi et soi, mais ça m'a remis en contact, aussi parce que c'est un art du toucher, avec ça, avec ma sensorialité, ma primalité, ce qui était bon pour moi, et petit à petit, dans ce mouvement-là, c'est ce mouvement-là, c'est vraiment l'ouverture. Et l'ouverture à plus grand est cette capacité d'accueil. L'Ayurveda dit que c'est un processus de détoxification physique, mais aussi psychique et mentale. Remonte les émotions, comme remonter la tristesse, remonte les mémoires familiales. Et tout ça, on s'en débarrasse. Et c'est tout ça aussi qui crée des nœuds. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et donc, ce que ça a bouleversé avant tout dans ce qui m'a amené aujourd'hui au travail que je fais, c'est-à-dire sur l'ouverture de conscience, c'est que l'être, c'était pas qu'un processus biologique. Et avoir un enfant, c'est pas qu'un processus biologique. C'est prendre en compte la nécessité de se dire, je suis aussi des émotions, je suis aussi des mémoires familiales, peut-être karmiques si on a envie d'aller par là, et que si je prends pas en compte la totalité de mon être dans la capacité d'ouverture à un enfant, ça risque de pas fonctionner. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien. Moi, j'étais de ces femmes qui s'étaient mis tellement de maîtrise, de verrou, que ça me fonctionnait pas. Parce qu'une part de mon corps était complètement bloquée sur autre chose. Au-delà du choix de l'indépendance, qui est un choix qui est assez ancré dans les nouvelles générations, on veut être indépendant, on nous a appris à l'être, ce qui est très bien, mais qu'on pouvait faire le choix du lien à l'autre aussi. Et que c'était un choix social comme un autre, d'être là pour son enfant, d'être là pour sa famille. C'était pas dévalorisant. En ouverture de mon livre, Laurent Gounel cite Jung qui disait quand on s'incline, on s'élève.
Et il y a un peu ça dans la parentalité. Moi, j'ai eu un cas un peu exceptionnel, remplacer la PMA par des médecines douces. Mais si ça peut aider, ne serait-ce que sur le stress, c'est-à-dire que le stress, on sait aujourd'hui que ça crée des nœuds encore plus dans le corps. Les processus physiques, plus on est stressé, plus les capacités d'auto-guérison du corps, elles vont... Alors on sait tous qu'on est en état de confiance, de bonheur, et c'est sûrement ce qui s'est passé quand j'ai commencé à récupérer ma vie, à refaire du grand reportage, machin. Je respirais à nouveau, quoi. Donc mon corps, il a auto-guéri d'une certaine manière. Je crois qu'en effet, on est en train de se rendre compte des erreurs qui ont été faites à l'origine par cette information, par ces pédiatres qui est arrivé en France et qui a fait beaucoup de mal à la relation parent-enfant. Et on commence à comprendre maintenant, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Je suis pas du tout le seul à défendre les idées que je présente là. Hein. Nous sommes nombreux à diffuser ça. Il y avait même des gens bien avant nous, Françoise Dolto, Bernard Tiss, enfin des gens qui ont parlé de tout ça et qui ont mis l'accent, puis des gens beaucoup plus connus et bien avant. Mais disons que avant que ça rentre comme une façon de concevoir la parentalité, il faut du temps. Donc les idées, elles sont là. Les principes, on les connaît, mais il faut du temps pour que ça rentre comme une espèce d'habitude de s'occuper de la parentalité. Enfin, une meilleure habitude, une meilleure façon de s'occuper des enfants. Plus juste par rapport à l'enfant, plus juste par rapport aux parents. Plus simple, j'oserais pas. C'est peut-être... Il y a peut-être moins d'attente sociale vis-à-vis d'un homme, parce qu'il y a eu tout un truc il y a quelques mois autour de la charge mentale, ou la charge émotionnelle dont s'affublent les femmes, et c'est vrai. On a envie d'être des super mamans, on a envie de pas perdre la super professionnelle qu'on est, de pas faire une croix sur notre vie sociale, et on essaie de cumuler ça au mieux. On a cette espèce d'instinct primal, parce que c'était nous qui étions là primalement pour l'enfant, de penser à tout quand il s'agit de ses vaccins, le machin pour l'école, le sac de piscine, etc. Chez moi, comme a priori chez beaucoup de couples, c'est moi qui y pense. Après, c'est de ma responsabilité, je pense, de dire à mon conjoint « aide-moi quelque part ». Parce que si je le fais pas, c'est aussi de ma responsabilité. Je prends tout sur mon dos et j'avance, pauvre petite tortue, avec mon bagage. Ce que j'ai fait à un moment. Mais à un moment, j'ai compris que c'était de ma responsabilité d'assumer ma fragilité, d'assumer le fait que je n'y arrivais plus et que mon compagnon, si c'était vraiment mon compagnon, devait être en état de l'entendre et de prendre des mesures pour m'aider davantage. La mère et l'enfant sont en complète symbiose. Tes émotions sont ses émotions. Tes mémoires que tu trimbales et que tu vas faire, que tout ressurgit, parce que, on l'a évoqué, mais un psy me disait au moment du livre, vous savez, la grossesse est un moment de transparence psychique. Donc tous les aléas émotionnels, c'est pas juste les hormones peut-être, ça peut être plus identitaire que ça. Remonte à la surface à ce moment-là vos casseroles. Et que c'est à vous de décider ce que vous en faites. Mais peut-être que c'est bien de travailler dessus maintenant, parce que ce que vous travaillez maintenant, c'est autant de moins que vous transmettez à votre enfant. Donc profitez de la période. Et le médecin indien me dit, tu sais, c'est pour ça que les femmes indiennes sortent peu quand elles sont enceintes. Ce que j'avais remarqué et que je trouvais extrêmement rétrograde. Il me dit, mais parce qu'elles se protègent. Elles se protègent des influences néfastes du monde extérieur. Elles protègent leur enfant. Elles essaient de le garder le plus possible dans cette énergie de sérénité et déjà de relation à l'enfant. Et l'huile que je te mets sur ton ventre, c'est une couche de protection supplémentaire. Donc c'était pour l'enfant, c'était aussi très bien pour moi. Après, je pense que devenir père est extrêmement déstabilisant aussi. Parce qu'il peut y avoir ce lien extrêmement fort entre la mère et l'enfant, et la place de l'homme est pas facile à prendre non plus. Et que on en parle peu, mais beaucoup de couples perdent leur intimité quand l'enfant arrive, parce qu'on sait plus reconstruire la nouvelle dynamique. Il y a toi et moi, il y a moi et l'enfant, il y a toi et l'enfant, il y a nous trois. Ça devient beaucoup plus compliqué que quand il y avait toi et moi seulement. Donc ça, il faut arriver à en parler et que chacun arrive sereinement à pouvoir exprimer ce qu'il pense être sa place. Et ce que sera sa place entre 0 et 5 ans de l'enfant sera peut-être pas la même place qu'entre 5 et 10 ans ou entre 10 et 15 ans. Donc savoir se parler aussi à chaque phase, disant bon ben voilà, on a été fusionnels tous les deux, maintenant moi, ça j'ai fait ça, j'ai besoin de nouveau d'espace. Et qu'un couple, une famille, c'est aussi cette capacité à se dire et à rebeloter les cartes en permanence sur ce qui est juste pour chacun à différentes étapes de sa vie, quoi. Je pense que c'est simple pour personne. Et c'est là où il y a vraiment un travail d'information, d'échange avec les couples. C'est ce que je fais d'ailleurs moi dans le centre où je suis,
pour essayer de rentrer dans les difficultés qu'eux-mêmes rencontrent. Je crois qu'en effet, la question de la Wonder Woman ou pareil pour l'homme, elle se pose, c'est-à-dire qu'on demande de faire énormément de choses et d'être un peu partout à la fois. Et en même temps, ça paraît impossible, mais en même temps, c'est possible. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux couples et que j'essaye de vivre moi-même d'ailleurs. C'est que en fait, nous avons une conception des choses qui est que comme si le temps était limité, ça on le sait, et que dans ce temps, il fallait faire entrer de plus en plus de choses et qu'à un moment, ça rentrait plus. Mais en fait, il y a une réponse au temps. C'est la réalité de la présence. C'est-à-dire que, je donne juste un exemple. Si on dit, je suis resté avec mon enfant quand même 2-3 heures, voilà, il a eu son papa, sa maman, ça devrait aller. Mais si en fait, pendant ces 2-3 heures, on pensait à autre chose, on faisait 12 choses à la fois, on n'était pas vraiment avec lui et il n'y avait pas une intensité de vie avec lui, il n'a rien reçu. Le fameux vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent intensément. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un véritable partage, un véritable échange, une véritable chaleur. C'est-à-dire que l'enfant, il reçoit la nourriture physique, comme on le sait, par le sein ou par le biberon, le bébé. Mais il reçoit la nourriture primordiale, qui est l'amour, par les yeux d'amour, les mots d'amour et les caresses. Mais c'est évident que quand une femme est épuisée, qu'elle est mal alimentée parce que c'est le postnatal et qu'elle n'a pas eu le temps et qu'elle a des problèmes dans son couple ou dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sociale, c'est très difficile de donner cet amour. J'aime bien l'analogie entre les plantes et le soleil. Le soleil a une combustion intérieure qui crée un rayonnement. Ce rayonnement donne de la chaleur et de l'éclairage. C'est ce qui fait pousser le végétal. Les humains, ils ont aussi une chaleur intérieure, et c'est cette chaleur qu'il faut apprendre à développer, qui va passer par un équilibre de vie dans le secteur professionnel, dans le secteur amoureux, dans le secteur social, par exemple, qui va passer aussi par la gestion de la journée où on n'est pas sans arrêt en tension parce qu'on souffre. C'est la souffrance qui éteint. Donc, on va apprendre à traiter les souffrances pour être bien avec soi-même et bien avec les autres. Alors, à ce moment-là, la combustion intérieure se fait dans l'être et dans le couple, et cette combustion va naturellement aller vers l'enfant par, comme je le disais, les 3 rayons humains qui sont les mots d'amour, les caresses et les yeux d'amour. Et donc, c'est pas une question de temps, c'est une question de présence et d'intensité. Et qu'il y ait eu l'enfant ou pas, je pense que j'avais quelque chose. Aujourd'hui, je vois des couples pas forcément réussir à avoir un enfant au final, mais que ce chemin fait grandir à eux-mêmes, parce qu'initiation, c'est un peu ça. C'est à la fois un mouvement de... Ce qui est rigolo dans le mot initiation, c'est que c'est à la fois le début et une fin. C'est s'ouvrir. On commence un chemin, mais on perd aussi quelque chose. Enfin, on perd pas, on passe à autre chose. Et que là, pour moi, dans l'arrivée de mon fils, je suis compris qu'on était plus vaste que ce qu'on imaginait. Et que peut-être ça valait le coup, toi tu rencontres des couples infertiles, de se dire comment je les accompagne un peu plus globalement. Il y a un problème chez l'humain, en dehors de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'humain, il a des systèmes de compensation. C'est-à-dire qu'on a un problème... Alors voilà, on a un problème affectif, alors on se précipite sur les tablettes de chocolat. C'est classique, ça. Mais le chocolat, il n'a jamais fait de bisous à personne. Hein. Alors on va m'expliquer que ça fait des trucs dans le cerveau. On s'en fout, c'est des bisous dont on a besoin. Et donc, si vous voulez, il y a plein de systèmes de compensation qui fait que on s'entend pas bien dans le couple, alors on bosse énormément, ça justifie qu'on n'est pas dans le couple, ou bien on a un enfant, on se précipite sur l'enfant, ça évite de voir les problèmes du couple. Il y a tout ça. Et tout ça, il faut un peu le purifier avant, si on veut que... Et donc, il faut voir en soi-même nos dysfonctionnements, nos systèmes de compensation, notre déformation de la réalité. Alors, moi, j'en suis pas encore là. Mon fils n'a que 6 ans. Même si j'ai déjà droit à mes petits procès quand même. Mais, et tant mieux, je dirais. Je pense que dans une perspective un peu spirituelle, la vie est une succession d'initiations et on est peut-être là pour continuer à grandir dans notre parcours de vie ou d'âme. Et que, forcément, on s'est peut-être mis des casseroles sur le dos, et le père et la mère sont des casseroles comme les autres, et que déconstruire ce qui nous ont légué, et de ce qu'on n'a pas aimé de notre éducation, fait partie de notre chemin. Et je crois qu'il y a une phase de procès, on en a tous fait à nos parents, mais devenir parent m'a aussi beaucoup apaisé, sur ce que m'avait transmis, ce que je me mettais en rage dans l'éducation que j'avais reçue, parce que j'ai compris que mes parents avaient fait ce qu'ils pouvaient, avec qui ils étaient au moment où les choses se sont passées. Et donc on peut dire oui,
il y a eu une responsabilité de mes parents. Au-delà, il y a peut-être une responsabilité de ma lignée. Je suis le poids d'une éducation qui était celle de ma mère ou de mon père, qui était elle-même celle de ma grand-mère, de l'arrière-grand-mère. On porte certaines croyances de ce que doit être le rôle d'une femme ou d'un homme, etc., etc. Bon, on peut décider de s'en détacher ou de faire un travail personnel dessus avec chacun ses outils, mais sans être dans le procès. Je crois que moi, par exemple, dans mon cas, j'avais une grand-mère qui, avant d'être mariée, était couturière dans les Pyrénées. Elle avait son propre atelier. C'était une femme indépendante. Elle s'est mariée. Son mari lui a demandé de venir vivre à Toulouse avec lui. Il lui a interdit de travailler. Et cette femme s'est étiolée. Ma mère était étudiante aux Beaux-Arts. Elle avait sa vie. Elle a épousé mon père. Elle a arrêté de travailler. Elle s'est dédiée à ses enfants, ce qui était son choix et qu'elle assume complètement. Ça a été une mère formidable. Mais elle s'est pas épanouie en tant que femme, de mon point de vue. Et je crois que je suis l'héritage de ça. Et dans un des verrouillages psychiques qui étaient les miens et qui me mettait dans une situation d'infertilité, c'est aussi que j'avais intégré le fait, qui était une croyance, que devenir mère ferait de moi une femme soumise qui n'aurait pas sa vie à elle et qui n'aurait pas son indépendance. Il a fallu que je prenne conscience de ça. Alors je l'ai pris un peu plus tard, mais pour dire, mais j'ai pas à leur en vouloir de ça. C'est un fait, c'est un héritage, et ok, je le sais déconstruire parce que tout ce que je déconstruis, je le transmets pas. Donc on fait le boulot pour soi, mais je pense qu'on le fait aussi pour ses enfants. Mais c'est une déconstruction, mais c'est pas un procès. Je pense que, j'aimerais bien qu'on le prenne autrement. Nos parents, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Alors, d'abord, je crois que c'est tout à fait intéressant et bien sûr normal, puisque c'est comme ça, que l'enfant change et demande donc à ses parents d'évoluer. Et je crois que ça, c'est un des fondements qu'il faut bien comprendre quand on veut être parent, c'est qu'il va falloir sans arrêt évoluer, sans arrêt devenir parent. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je ne sais pas si vous dites ça à partir de mon livre, mais dans mon livre, j'explique à chaque étape, petite enfance, enfance, adolescence, ce que l'enfant apprend et ce que les parents doivent aussi apprendre. C'est un double apprentissage. On apprend à être parent et l'enfant apprend la terre et les parents apprennent la parentalité et donc à s'adapter à des situations changeantes qui sont la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, parce que c'est pas du tout le même comportement. Et donc, je voudrais déjà dire une chose, c'est que vouloir contrôler les choses, comme je le vois actuellement dans l'accouchement, en décidant de vouloir tout décider, du jour, de l'heure, du sexe, de tout ça, c'est absolument contre l'initiation. Parce que l'initiation, c'est justement ne rien décider. Et s'adapter, déjà. Alors après, le procès que les enfants font aux parents, il est normal et il faut l'entendre comme quelque chose de constructeur pour l'enfant. C'est pour l'adolescent. C'est-à-dire que c'est le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est le moment où il va quitter les repères familiaux, et on voit très bien que là, il les avait, puisque il y a une manifestation que tout le monde connaît, c'est que l'enfant, il ne supporte pas qu'on dise du mal de ses parents. Et que si à l'école on dit du mal de ses parents, ça le fait beaucoup souffrir. L'adolescent, ça lui fait mal, mais il le dit pas. Et il encourage même en disant, oui, mes parents, ils sont vieux jeux, ils sont ci, ils sont ça. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il faut comprendre le principe. C'est que il faut qu'ils se construisent sur des valeurs différentes pour s'individualiser. Comme ils n'ont pas de valeurs différentes, il y a une valeur différente qui est facile à trouver, c'est être contre. Donc il faut être contre. Donc c'est pas la peine en tant qu'adulte, parent, de s'étonner, il faut qu'ils soient contre. Et moi je trouve qu'ils sont plutôt sympas, parce qu'ils prennent des choses qui n'ont pas grande importance, l'habillement, la musique, enfin les miens ils ont fait un peu ça, la politique, il suffit de pas trop en faire, comme ça, puis voilà. Donc ils prennent des sujets qui sont finalement pas si méchants que ça. Mais ils continuent à nous aimer, mais ils sont obligés de se situer contre. Alors après, bien sûr, ils vont penser du mal parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert, et ils ont vraiment souffert de nous. Ce serait un petit peu long à expliquer, mais pour essayer de résumer, l'enfant, quand il sort de cette complétude, il sort d'une quasi-perfection, d'une fusion, d'un amour, bien évidemment, d'une perfection, je l'ai dit, je crois, d'une vérité et d'un plaisir. Et au fil du temps, il va perdre un peu. Sur Terre, on n'a pas ça comme ça, autant que dans le ventre. Et donc, la plus grande douleur, c'est ça. Et ça se fait, les parents n'y sont pour rien, ça se fait avec eux, parce que c'est eux qui lui font découvrir la Terre. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très juste, c'est que l'enfant va accuser les parents, mais les parents ne sont que les représentants de l'humanité, d'un certain point de vue. Et donc, c'est eux qui reçoivent ce choc. Ceci dit, une fois que cet enfant va prendre son envol après avoir dit un peu du mal de ses parents,
il va commencer à avoir une vie amoureuse, on est d'accord, une vie sociale, une vie matérielle, et il va commencer à dire 3 choses. C'est pas si facile la vie amoureuse, c'est pas si facile la vie matérielle, c'est pas si facile la vie sociale. Dans ce c'est pas si facile général, il y a quelque chose qui dit j'ai été un peu dur avec mes parents. Donc déjà, il y a quelque chose qui s'amorce de l'ordre de ce que j'appelle la réconciliation. Mais il faut passer par-dessus ça et continuer à garder des liens, parce que c'est ces liens qui feront qu'au moment où ils seront un peu perdus, ils reviendront. Pour se récupérer, et après ils diront de nouveau du mal de nous, c'est pas grave, et ils repartiront, ils diront qu'ils n'ont pas besoin de nous, qu'ils vont faire mieux, il n'y a aucun problème. Si on est capable de l'entendre, il n'y a pas de problème. Si ça nous brusque, alors on perd nous, à ce moment-là, cet amour. Et cette réconciliation, elle doit continuer pour moi, et c'est ça, une grande partie de l'initiation. Une partie de l'initiation, c'est qu'elle doit continuer avec le couple et avec l'enfant, et cette initiation, elle va être comprendre que tout ce mal qu'on a dit de nos parents, maintenant, on est en train de le vivre et de comprendre pourquoi c'est pas si facile. Et de comprendre pourquoi c'est pas si facile, ça nous met devant la nature humaine, comment nous fonctionnons, et devant un principe fondamental, et je pense qu'il faut vraiment développer ça, que tout le monde l'entende bien, c'est que l'humain ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont, il les perçoit traduites par sa propre histoire. Avec ses propres filtres. Avec ses propres filtres. Et ces propres filtres, ils sont liés à son histoire. Nous avons une capacité incroyable que n'a pas l'animal, c'est de voyager psychiquement dans le temps. Ce que l'animal ne fait pas. Il faudrait un peu de temps pour le développer. Mais cette capacité à voyager dans le temps, elle a un corollaire, qui est pour l'instant un inconvénient, c'est que du coup, notre passé vient interférer sur notre présent. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust, c'est l'histoire dans la gynécologie obstétrique d'une femme qui a fait 2 fausses couches il y a 3 ans et qui du coup, ou a fait une fausse couche il y a 2-3 ans et elle meurt de peur de faire une fausse couche alors qu'il n'y a aucun risque supplémentaire. Donc, logiquement, mathématiquement, elle ne devrait pas être plus inquiète, cette deuxième grossesse, que la première. Or, le passé douloureux fait qu'il y a une inquiétude. Ça, on le comprend. Et donc, interfère sur notre perception du présent. Ce qui fait qu'être en couple, c'est compliqué parce que nous sommes 2 êtres qui avons vécu des choses différentes et donc nous percevons le monde selon notre propre histoire. Et comme cette histoire n'est pas la même, on s'affronte. Alors, de mon point de vue, oui, parce que c'est aussi ce que différentes expériences m'ont amené à comprendre de l'être, et notamment les parcours de la parentalité. C'est que les Jungiens disent que ces enfants sont connectés au soi, c'est-à-dire à une vie, à un monde qui va un peu au-delà de nos enveloppes psychiques et de nos petites personnalités enfermées dans nos petits corps. C'est novateur, hein, comme idée. Ah, c'est énorme. Et moi, j'ai pédopsychiatres jungiens, j'en ai pas rencontré beaucoup. Et le gars auquel je pense, qui a dirigé un service de pédopsychiatrie pendant 40 ans, quand il voyait arriver ses enfants et qu'il leur disait, avec une maturité de langage, parce qu'il savait qu'ils étaient capables de l'entendre, qu'ils étaient connectés au soi, à un monde qui est beaucoup plus vaste, où les âmes se rejoignent, où il y a un flux de conscience universel, et que les informations qu'ils reçoivent, s'ils reçoivent des informations, c'est là qu'ils vont la puiser, et qu'ils sont pas fous, qu'ils sont juste une vision beaucoup plus large. Il y a une autre psychologue qui dit, c'est des enfants qui vivent au sommet de la tour Eiffel, là où on vit au rez-de-chaussée. Donc ils voient tout en plus large. Nous, on voit juste à notre petit niveau. Eux, ils ont une vision du monde qui est beaucoup plus vaste, alors qui est fragilisante aussi. Mais donc, si on arrive à leur dire, on est tous plus vastes que ce qu'on imagine, on fait tous partie d'un lien plus vaste, donc toi, tu le perçois alors que d'autres gens le perçoivent pas, ça fait pas de toi fou, ça fait juste quelqu'un avec des compétences différentes, que tu peux être capable, avec certains exercices, de fermer quand tu le souhaites. Bon, ces enfants, ça les rassure, parce qu'ils ont surtout besoin de réassurance. Il y a une histoire mignonne, comme ça, que m'avait raconté ce pédopsychiatre. Un enfant qui arrive, une dizaine d'années, qui, a priori, ne s'intéressait à rien. Bon à l'école, mais aucun intérêt sur rien. Sa famille était un peu désespérée, donc il l'amène en service de consultation de pédopsychiatrie. Et une des premières questions qu'a posé le pédopsychiatre à ce jeune garçon, c'est pourquoi tu crois qu'on est là? Petit garçon un peu déstabilisé par la question, et le pédopsychiatre lui dit réfléchis, tu as la réponse. Petit garçon, au bout d'un moment, finit par dire pour aimer. Ok, c'est ta réponse. Et si une amie de ta maman qui vit en Italie te proposait de partir là, passer du temps avec elle, t'accepterais? Ah ouais, avec joie. Et ainsi, comme ça, et il lui a dit, mais cet enfant,
c'est pas qu'il s'intéressait à rien, c'est-à-dire que ce que lui proposait son environnement ne l'intéressait pas. Et après, il lui a dit « Est-ce que tu veux visiter le service avec moi ?» Et l'enfant était super enthousiaste. Il lui a dit « Tu verras, il y a des enfants un peu de ton âge qui sont un peu paumés eux aussi. On va faire la visite avec moi. » Et il a fait ça. Il a visité le service avec cet enfant. Et en souriant, il raconte que cet enfant n'avait pas besoin d'être là en tant que patient, mais plutôt en tant qu'il avait la maturité suffisante pour être plutôt là en tant que soignant. Et qu'il fallait juste arriver à se mettre à son niveau. Et c'est là notre difficulté en tant qu'adulte, c'est arriver nous aussi à être connectés à notre soi pour arriver à trouver les moyens de trouver les bonnes réponses ou les bonnes approches de ces enfants. C'est-à-dire que nous-mêmes, arrêter de casser nos certitudes ou nos formats pour être suffisants. Et ce pédopsychiatre est lui-même très connecté parce qu'il ressent ce qu'il doit faire à chaque enfant. Mais c'est ça, c'est arriver à leur dire... Et beaucoup disent aussi qu'à partir du moment où ils sont rassurés, où on reconnaît leurs différences, eux-mêmes font des efforts pour s'adapter au monde tel qu'il est. Qui est pris, qui croyait prendre, on a bien compris. Et là, de ce côté-là, ce qui ne sont pas... Moi, ce que je comprends, en fait, dans votre élocution, à ce sujet, pour cette histoire à partir de ce pédopsychiatre qui pose des questions à cet enfant, il serait là peut-être aussi, pas qu'en tant que parent, mais aussi pour le monde, pour notre humanité entière, comme une mise à jour de notre firmware, un peu nous flasher pour nous mettre à niveau de ce côté-là, pour une autre compréhension plus globale, justement. Oui, c'est probable. Il y a quelqu'un comme la psychologue Jeanne Siofachin qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les zèbres, les hauts potentiels, les enfants surdoués. C'est ce qu'elle dit. C'est qu'on a des choses à apprendre de cette nouvelle génération, de ces enfants actuels. Parce qu'ils ont vraiment une manière de fonctionner complètement différente, qui est plus intuitive. On a remarqué physiologiquement que beaucoup d'entre eux avaient un corps calleux de plus en plus fin. C'est-à-dire que ça communique beaucoup plus entre cerveau droit et cerveau gauche que chez les individus typiques, neurotypiques de ma génération, par exemple. Et que donc, ils ont une manière de voir le monde et d'interagir avec le monde beaucoup plus cerveau droit. Et donc, mais c'est une manière de réfléchir différente. Ils peuvent savoir les choses sans expliquer le chemin par lequel ils sont allés pour comprendre. Donc, ça déstabilise les enseignants, par exemple, mais ça veut pas dire qu'ils ont tort. Et donc, ils sont beaucoup plus dans la sensorialité. Ils sont des fonctionnements cérébraux en arborescence. On leur dit un truc, ça va faire. C'est pas des chemins linéaires classiques, mais ils sont aussi hyper créatifs, hyper sensibles, hyper conscients, parfois avec des capacités extrasensorielles. Donc, c'est vraiment un nouveau rapport au monde. Et ils sont souvent très empathiques, très dans la bienveillance. Beaucoup voient les énergies ou les ressentent. Donc, c'est clairement l'ébauche d'un nouveau monde, ou d'un nouveau rapport au monde, en tous les cas. Vous savez, moi je suis arrivé, quand j'ai eu mes enfants, ils avaient déjà des écrans, ils avaient tout ça. Hein. Et il y en a un qui m'a dit, il y a quelque temps, il m'a dit, tu sais, papa, ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est un jour, tu m'as dit, pour la xème fois, je les voyais devant la télé, devant les machins, et je leur disais, je lui ai dit, écoute, je peux pas être toujours là, moi. Moi, je travaille, je peux pas être toujours le temps là. Donc, quand je suis pas là, tu feras bien ce que tu veux, puisque je suis pas là pour voir et je pourrais pas te le dire. Par contre, il faut que tu te rendes compte d'une chose, c'est que tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie par procuration. C'est-à-dire que tu vis la vie des autres sur un écran, mais c'est pas ta vie. Et il était petit, hein. Et à un moment, il a arrêté de faire les écrans. Et il a continué un temps, mais ça lui a fait... Vous avez posé la graine. J'ai posé la graine, et je le savais pas. C'est après, il me l'a dit, alors que il a 30 ans maintenant, c'est un truc qui datait de quand il avait 5-6 ans. Hein. Et je me suis dit, tiens, voilà. Tiens, là. Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je peux pas te surveiller. Moi, je pense que c'est mauvais. Un peu, oui, ça détend, mais que ce soit tout le temps, tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie des autres. C'est pas la tienne. Donc, finalement, même très jeune, un enfant est capable de comprendre des phrases qui sont d'une profondeur qui nous semble insondable pour nous. Et finalement, non, ça en plante la graine et c'est utile pour plus tard. Ah non, mais je pense que vous soulevez un point principal. L'enfant comprend tout. Hein. On est d'accord. Enfin, on est d'accord, j'espère. L'enfant, il comprend tout. C'est-à-dire que quand on me dit... est-ce que je vais lui dire qu'il a été fait en fécondation in vitro ? Je dis, si vous le cachez, c'est que vous êtes mal à l'aise avec. Bon, je peux comprendre ça, par contre. Mais de toute façon, lui, il le sait. Alors, il sait pas que c'est fécondation in vitro, mais il sait qu'il y a un truc qui est pas... Alors, pour lui, c'est normal que ce soit comme ça. Ce qui le gêne, c'est que l'adulte soit pas tranquille avec. Pour l'enfant, ce qui le gêne, c'est quand l'adulte est pas tranquille. C'est pas que le fait lui-même. Donc une nouvelle humanité qui se dessine sous les traits d'une nouvelle génération qui dépasse l'entendement au niveau des purs transhumanismes et Mère Nature a bien fait son travail puisqu'ils sont taillés pour le futur. C'est un peu ça. Ouais. Je résume ça en disant, pour bien s'occuper de l'autre, il faut savoir déjà bien s'occuper de soi.
Merci beaucoup, Hugues. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.